Je crois que notre monde est complexe, mais qu'il a besoin de clarté. Il ne s'agit pas de simplifier, mais il s'agit d'être clair sur la complexité. Après le baccalauréat, j'ai commencé des études généralistes de lettres. Après cette première année dite de préparation littéraire, qui se fait dans un lycée, qui est l'équivalent de la préparation aux écoles d'ingénieurs, mais c'est en lettres, eh bien, j'ai écouté un discours qui m'a intrigué. Ce discours philosophique, cette manière de se mettre à réfléchir progressivement en faisant venir les mots et les pensées. Je ne sais pas dans quel ordre, ça n'a jamais été vraiment déterminé par les philosophes. Eh bien, c'est cela. C'est d'abord l'attirance pour un type de discours. On va dire ça comme ça. Et c'est ainsi que, voilà, j'ai fait un choix. Je voulais être historien ou littéraire et je me suis retrouvé philosophe. Il y a beaucoup de contingences. Imaginez si j'avais pas eu un professeur qui avait ce discours préconstruit, j'aurais peut-être fait autre chose. Il y a beaucoup de contingences dans le choix des destinés. Cela dit, après, effectivement, j'ai conforté ce désir et comme j'étais quand même très mathématicien, j'ai après doublé ce discours d'un apprentissage mathématique et c'est comme ça que j'ai conduit deux types d'études au début, des études de logique mathématique et des études de philosophie. La rigueur, la précision et jamais la certitude. La rigueur, c'est-à-dire de quels sont les présupposés, quels sont les principes sur lesquels on conduit un discours, et la précision, c'est-à-dire avoir un discours toujours référencé, donner ses sources, ne pas les masquer, et jamais la certitude, parce que la certitude, la soif des certitudes est quand même quelque chose de pathologique. Il vaut mieux être précis que certain. Et moi, j'ai beaucoup appris auprès des médecins. Je travaille avec eux depuis maintenant 8 ans au Comité consultatif national d'éthique. Et eux, ce sont des gens qui doutent parce qu'ils savent que 10% du savoir médical est obsolète tous les 2 ans. Ils savent qu'il y a toujours un apprentissage, que les cas sont complexes. Et en fait, essayer d'être clair sur la complexité, mais ne pas schématiser, simplifier jusqu'à la caricature. Je crois que notre monde est complexe, mais qu'il a besoin de clarté. Il ne s'agit pas de simplifier, mais il s'agit d'être clair sur la complexité. Et effectivement, c'est ça pour moi les qualités de quelqu'un qui se dit philosophe, c'est rigueur, précision et référence, respect des sources. Je vous remercie pour votre question parce que, comme vous l'avez mentionné, les livres que j'avais publiés jusque-là, c'était des monographies avec des noms propres, Averroès, Al-Farabi. Et je voulais quand même donner une vue d'ensemble sur des siècles que l'on n'étudie pas beaucoup. Je pense surtout au milieu académique français, où finalement on enjambe assez facilement toute cette période médiévale. Et j'ai voulu effectivement aborder ce médiéval d'un point de vue thématique sur une période assez longue, de la fin du 8e siècle à la fin du 14e siècle. Et donc, si vous voulez, c'est un peu une synthèse par rapport aux études factuelles, monographiques que j'avais faites sur ces auteurs. Et pourquoi maintenant? Parce que il y avait déjà pour moi une manière de les retourner dans tous les sens depuis quelques années et je voulais faire le point moi-même sur moi-même, si je puis dire, dans cet usage de la référence. Et puis voilà, là encore beaucoup de contingences. L'éditeur qui m'a publié m'a entendu au Maroc, figurez-vous, Albin Michel, au Salon du Livre. Ils étaient là pour autre chose.
et ils m'ont dit, écoutez, monsieur, votre discours nous intéresse. Et c'était un jour où, effectivement, j'ai un peu jonglé, on va dire, avec les différentes références. Et avec cet éditeur, donc, le projet a mûri pour que je puisse écrire Pourquoi lire les philosophes arabes chez Albin Michel. Écoutez, moi, je vais citer Roland Barthes, non pas parce qu'il m'a influencé, mais parce qu'il dit qu'il faudrait substituer à l'influence la référence. Voilà. Et donc, j'ai des références, mais l'influence, vous savez, on ne sait jamais, c'est un concept un peu flou, justement. Mais la référence, alors, moi, je disais tout à l'heure que j'ai commencé par la logique. Il y a un logicien très peu connu dont le nom commence par la lettre F, mais quand vous allez dans une bibliothèque ou dans une librairie, F, vous voyez Foucault en philosophie, et vous ne voyez pas Frege. Gottlob Frege, j'ai consacré 20 ans d'études à Gottlob Frege, qui est un logicien allemand du 19e siècle, qui a été donc la partie importante de ma première thèse et de mon habilitation. C'est un logicien qui voulait logiciser l'arithmétique. C'est un petit peu complexe, mais en un mot, au moment où à la fin du 19e siècle, on essayait de donner des axiomatiques sur les entiers naturels, lui a dit, eh bien, à chaque fois que vous comptez, à chaque fois que vous avez des propositions arithmétiques, à chaque fois que vous dites 2 plus 2 égale à 4, vous mobilisez des notions logiques. L'arithmétique est de part en part une logique. Alors ça m'a fasciné, parce que la logique s'occupe des lois de la pensée, s'occupe des grands principes, et donc finalement, penser, argumenter sont explicités par le calcul. Alors ça, c'était fascinant pour moi. Et effectivement, Frege, il y a toute une mouvance des logiciens dits contemporains, mais c'est entre donc, la fin du 19e et tout le long du 20e. Bertrand Russell, Wittgenstein. Wittgenstein continue à beaucoup m'accompagner aujourd'hui. Et vous savez, c'est via cette logique-là, cette logique contemporaine, que je me suis intéressé à l'histoire de la logique. Et c'est comme ça que j'ai été vers le médiéval. Non pas que j'ai deux spécialités, moi je ne considère pas que ce soit deux spécialités, mais la logique est intéressante par rapport à sa propre histoire. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans les études d'Averroès longtemps. Donc le palmarès, c'est Frege, Russell, Wittgenstein, Averroès. Et puis, j'ai ajouté Montaigne. Nous sommes en train de parler en français. Tous ceux que j'ai cités ne sont pas des philosophes français. Et j'ai mis beaucoup de temps à me sentir légitime de parler d'un philosophe français. C'est incroyable. C'est-à-dire que j'ai toujours vécu en France, enfin toujours non, depuis l'âge de 18 ans, mais il a été beaucoup plus facile pour moi en France d'aller vers des références anglo-saxonnes, allemandes, arabes, que vers la référence française. C'est comme ça, le parcours est un peu bizarre, mais Montaigne est arrivé finalement sur le tard, et maintenant lui aussi m'accompagne beaucoup. Quand je vous disais que c'était la référence qui comptait, c'est qu'en fait, ces philosophes, chaque jour, je pense à quelque chose qu'ils ont un peu manié, et donc finalement, j'espère me les avoir incorporés, et c'est cela qui est absolument fascinant. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est des pratiques essentielles. Tout ce qui favorise le débat. Vous savez, moi je fais des conférences régulières à Rabat et à Casa toutes les fins de mois à la Villa des Arts, et je vois combien il y a un besoin, une volonté de débattre de questions diverses, contemporaines, d'enjeux religieux, politiques, socio-économiques. Et cette volonté de débat, je trouve qu'elle est très très bonne, parce que je pense que la démocratie, c'est véritablement cribler les idées par le débat. Et c'est la discussion publique. Prendre part aux affaires publiques, c'est d'abord essayer de les cribler, de les débattre pour savoir de quoi il s'agit. Et je crois vraiment,
John Rawls qui définissait la démocratie comme un gouvernement par la discussion. Et je crois qu'effectivement, toutes ces initiatives sont des initiatives qui mettent la parole publique en chantier, et c'est quelque chose de très précieux. Comme je disais tout à l'heure, l'influence, le conseil, tout ça, c'est un peu difficile, mais toute, comment dirais-je, toute initiative qui leur permette d'avancer dans un débat est bonne. Je n'ai pas de référence particulière à donner. Là, non, parce que vous savez, les entrées aux problèmes philosophiques sont diverses. Vous savez, je ne suis pas un gourou, voilà. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas quelqu'un qui prescrit, je ne suis pas un médecin qui fait des ordonnances, donc je ne peux vraiment pas répondre de manière satisfaisante à cette question. En revanche, toute personne qui, même de manière aléatoire, arbitraire, arrive dans une bibliothèque, prend un livre, le feuillette, entre dedans, ou bien si le livre lui tombe des mains, c'est que ce n'était pas ça, et il faut essayer un autre. Il y a quelque chose de l'ordre comment dirais-je, oui, de la pure contingence. On se promène dans une bibliothèque, dans une librairie, on est attiré par tel ou tel point, et bien, il faut essayer de voir. Et puis quand même, il reste une chose importante, quand on veut en faire non pas sous la forme d'une pratique informelle, comme vous avez dit, mais si on veut formaliser les choses, là, il faut quand même véritablement aller dans une université parce qu'il y a des aspects techniques qu'il faut maîtriser. La philosophie, vous savez, c'est pas un discours mondain, c'est pas un discours creux, ce n'est pas un pot pourri de sagesse, non. C'est véritablement des études techniques et il y a un apprentissage de l'argumentation. Et cet apprentissage de l'argumentation se fait quand même de manière, j'allais dire, rigoureuse dans un milieu académique. Il faut lire beaucoup, et peu importe comment on commence les lectures, lire des dialogues de Platon, lire des choses contemporaines. Vous savez, comme je vous disais, comment se fait le déclic? Moi, je vois pour moi-même, c'était un type de discours d'une certaine femme que j'ai eue ma première année en France, et puis on accroche. Donc, vraiment, non, je crois qu'il n'y a pas de chemin balisé. C'est ça qui est extraordinaire en philosophie, c'est justement qu'il n'y a pas un chemin balisé pour en faire. On peut y entrer par la voie esthétique, on peut y entrer par la voie politique, on peut y entrer par la voie logique. Vous voyez, donc si j'allais donner une référence et qu'elle est esthétique, je vais négliger toutes les autres parties. Et en fait, il y a un philosophe qui avait dit pour la philosophie, toute matière étrangère est bonne, toute bonne matière est étrangère. C'est Georges Canguilhem, et effectivement, toute matière étrangère est bonne, c'est-à-dire les pratiques artistiques. Si on se met à réfléchir sur ces pratiques artistiques, on développe un discours philosophique. Si précisément on se met à réfléchir sur des pratiques politiques, on développe un discours politique, une réflexion politique, et puis d'emblée, sans se rendre compte, on est dans la philosophie. Vous voyez, selon les domaines, je dirais, parce que si j'avais donné un conseil, je donnerais sur un des domaines, je négligerais les autres. Alors tout dépend précisément comment les gens se portent à telle ou telle matière étrangère, comme disait précisément Canguilhem. La philosophie est un outil, c'est un outil qu'il faut mixer. Alors, je venais de dire tout à l'heure avec Canguilhem, toute matière étrangère est bonne, c'est-à-dire précisément si la philosophie, sans a priori, regarde tous les discours et essaye de faire une analyse transversale, alors de ce point de vue-là, oui, la philosophie véritablement est un bon outil, une bonne aide pour comprendre notre monde contemporain, ce que vous avez appelé notre environnement. Mais, comment dire, ce dont nous manquons beaucoup aujourd'hui, c'est un discours transversal qui puisse traverser les pratiques distinctes. L'éthique traverse le droit, la médecine,
l'économie. Et donc finalement, moi je vois dans ce comité d'éthique où je suis avec des médecins, des juristes, il y a un discours qui se construit qui est transversal. Mais si le discours n'est pas transversal, on manquera toujours quelque chose de notre monde contemporain. Et moi je suis très sensible à la manière dont on recartographie le savoir aujourd'hui. Vous m'avez parlé tout à l'heure de l'ère numérique. Il y a effectivement un bouger dans les catégories traditionnelles. La philosophie aide précisément à ce bouger-là. Et comme je vous le disais, dès lors qu'on n'essaye pas de réduire la complexité, mais simplement de la rendre claire, la philosophie peut être un outil précieux. Ah, c'est une jeunesse extraordinaire, c'est une jeunesse très inventive, c'est une jeunesse qui veut apprendre, qui a une soif d'apprentissage extraordinaire, qui veut se connecter au maximum, qui ne veut pas le cloisonnement, qui veut qu'on lui donne ses chances, qu'on croit en elle, elle le mérite comme toutes les autres jeunesses, et on peut quand même regretter que beaucoup de responsables tournent le dos à cette jeunesse. Hier, dans la conférence, j'ai insisté sur les enjeux éducatifs. Je crois qu'il faut plus que jamais faciliter l'accès au monde public à cette jeunesse. Je vais vous citer Montaigne. Il parlait de cela, il avait à peu près mon âge. Il disait, moi je quitte le monde et les jeunes vont vers le monde. Eh bien, ceux qui quittent le monde doivent avoir la générosité de passer le relais et les gens qui s'accrochent à des postes alors qu'ils sont très très âgés, alors qu'il y a des jeunes qui débordent d'énergie et qui ont toutes les compétences pour, eh bien c'est cela. Il faut essayer de ne pas être dans un rapport inertiel, de garder les choses. Eh bien, il faut les distribuer. Cette jeunesse, la jeunesse marocaine, il faut d'abord la former. Elle ne demande que cela. Elle ne demande que cela. Et moi, je vois à chaque fois, parce que comme vous savez, je ne vis pas ici, je vis en France, à chaque fois que je viens, je vois cette intensité qui demande juste un peu de stabilité, parce que l'intensité sans la stabilité, c'est le chaos.